Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau cours de physique ondes optique et physique moderne. Aujourd'hui, on va étudier ensemble l'effet Doppler. C'est le dernier vidéo de la matière sur la section 1 de mon cours. Donc, l'effet Doppler, qu'est-ce que c'est? Donc, si on regarde dans les notes de cours, la première question qu'on vous pose, on parle, lorsqu'un observateur est en mouvement vers une source immobile, la fréquence perçue par l'observateur, donc on parle d'un changement de fréquence, en fait, d'un son perçu par un observateur qui est en mouvement relativement à une source. OK? Euh, on va voir assez rapidement que ça peut être soit la source, soit l'observateur qui sont en mouvement par rapport à l'autre. Ça peut même être les deux qui sont en mouvement. L'important, c'est chaque fois qu'une source sonore, par exemple, se déplace, qu'un observateur se déplace, on va entendre un effet Doppler qui se caractérise par un changement de fréquence dans le son perçu par un objet. Donc, on donne comme exemple ici une voiture. OK? Sur YouTube, il y a je ne sais pas combien de vidéos. Donc, si vous écoutez, donc on entend un changement de fréquence. Puis même le gars est crampé. Donc, on entend la fréquence comme changer quand la voiture passe euh, devant l'observateur, qui dans ce cas-là, c'est l'observateur. On entend l'officiel Doppler ici aussi, on entend la voiture avec un pitch aigu. Là, on entend le son qui est plus grave, soudainement. OK? Donc, dépendant, ici, on est avec la voiture, on entend le son intermédiaire entre les deux. Donc, dépendant du, pardon, à savoir est-ce que l'objet s'approche de moi, est-ce que l'objet qui s'éloigne de moi, on va entendre un décalage de fréquence dans le son perçu. OK? Euh, Qu'est-ce qui se passe quand quand l'observateur est en mouvement vers une source immobile? Donc, ce qui va se produire à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir en fait un changement de fréquence perçue. Comment on l'explique? Mais avant d'en marquer dans les équations, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on va décrire les ondes sonores. OK? Donc, ce qu'on a vu, c'est que les ondes sonores, ben, elles sont des ondes, justement. Puis pour se représenter un peu nos ondes ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser comme un genre de bac à ondes virtuel. OK? Donc, imaginez qu'on filme un étang vu d'en haut, vu en plongée, là. Puis qu'il y a quelqu'un qui, en bon français, là, pitch des roches à toutes les T secondes avec une période T. OK? Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à chaque fois que la roche frappe l'eau, il va y avoir une onde, une vague qui va partir. OK? Voyons. Excusez. Donc, si on change, puis les ondes se déplacent avec une certaine vitesse de propagation V à la surface de l'eau dans notre exemple qui est ici. OK? Donc, on a juste une succession de vagues qui se déplacent. Ici, on voit bien la courbure des ondes parce que on lance les pierres à un endroit précis, puis ça gonfle à vitesse égale dans toutes les directions de façon isotrope. OK? Qu'est-ce qui se passe par contre si on regarde un petit peu plus loin? OK? On voit bien qu'il y a un effet radial ici. Là. OK? Par contre, si on se place un petit peu plus loin, OK, qu'est-ce qu'on observe? OK? Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, ce qu'on remarque, c'est que les ondes sont de plus en plus planes. OK? Donc, si vous remarquez, au fur et à mesure que le rayon des cercles devient grand, OK, ben, l'effet de courbure s'atténue de plus en plus. Juste parce que le rayon de courbure du cercle devient de plus en plus grand, on voit de moins en moins l'effet de courbure. OK? Donc, assez loin de la source, on peut faire pratiquement une approximation comme quoi les fronts d'onde sont plans. OK? Donc, on a vraiment comme des vagues planes qui viennent frapper l'observateur. OK? Pardon. Donc, on a vraiment des ondes planes, comme je vous disais. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tranche de ça ici. Donc, on va venir prendre une tranche. OK? Donc, on va venir sélectionner une bande ici étroite. Puis si on regarde de côté, donc on va prendre une bande rectangulaire, puis on va la regarder de côté pour voir ce qu'on observe. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est pas compliqué. C'est tout simplement une succession de crêtes puis de creux. OK? Donc on voit des vagues à toutes les lambda-mètres. Donc évidemment, ici, la distance entre deux crêtes successives va être tout simplement la longueur d'onde de l'onde
qu'on observe. OK? Donc, puis on a quelqu'un ici qui va recevoir des ondes à toutes les t secondes. Donc, supposons que la source est immobile, puis que l'observateur est immobile. Si la source émet à toutes les t secondes un front d'onde vers l'observateur, ben, l'observateur va recevoir un front d'onde à toutes les t secondes. Donc, la période émise et la période reçue vont être exactement identiques s'il n'y a aucun mouvement relatif l'un à l'autre. Évidemment, on se doute bien que si, par exemple, soudainement, l'observateur commence à se déplacer vers la source, qu'est-ce qui va se produire? Ben, c'est que les fronts d'onde vont arriver plus rapidement. OK? Donc, au lieu de recevoir à toutes les t secondes un front d'onde, il va les recevoir à une fréquence t' qui est plus grande que la fréquence à laquelle ils sont émis. OK? On l'illustre ici, pardon, excusez pas celui-là. On l'observe ici. Imaginez que vous avez ça, c'est dans le fond, c'est exactement l'analogie qu'on avait. Vous avez une source qui émet des fronts d'onde à toutes les t secondes avec une période t. Puis vous avez ici un observateur qui est immobile au début. OK? Donc l'observateur immobile va recevoir les fronts d'onde à la même période t. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il s'approche de ma source? Ben là, il va les recevoir plus rapidement. OK? Donc, il va recevoir une période à une fréquence plus élevée, les front d'onde. Quand il s'éloigne, c'est le contraire. Quand il s'éloigne, il va les recevoir à une fréquence plus faible. OK? Donc, quand l'observateur s'approche de la source immobile, il va recevoir les front d'onde à une fréquence f' plus grande. Donc, il va percevoir un son plus aigu. Quand il s'éloigne de la source, ben, il va les percevoir à une fréquence plus basse. Donc, il va percevoir un son plus grave. OK? Donc, quand mon observateur est en mouvement vers une source immobile, la fréquence perçue par l'observateur va être plus grande que la fréquence émise parce qu'il est en mouvement vers l'observateur, donc il reçoit les fronts d'onde plus rapidement. OK? On vous demande d'établir une relation mathématique pour relier la fréquence émise et la fréquence observée. OK? Comment est-ce qu'on fait ça? OK? Alors, on va imaginer, ouais, excusez-moi, on va imaginer juste là, la situation suivante à partir d'ici à peu près, quand il s'approche. OK? Donc, qu'est-ce qu'on observe quand on s'approche comme ça? OK? Bon, on va avoir l'observateur en mouvement vers ma source qui, elle, reste immobile. Ce qui va se produire, c'est que mon observateur va percevoir à tous les t', il va recevoir un signal à toutes les t' secondes, OK? Qui lui va dépendre de sa vitesse à lui. OK? Donc, ce qu'on a représenté ici, c'est, imaginons que, pardon, ma source envoie un signal à toutes les t secondes. Donc, puisque v est égal à lambda f, les ondes vont être espacées d'une longueur d'onde lambda. Okay? À un premier instant, mon observateur perçoit un premier front d'onde. Okay? Donc, ici, mon observateur perçoit un premier front d'onde. Ce qui se produit par contre, c'est qu'il se déplace vers le deuxième front d'onde qui s'en vient vers lui à la vitesse v de propagation des ondes. Ces deux fronts d'onde-là sont séparés d'une distance lambda. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe t' secondes plus tard? Okay? Excusez. Mais ce qui se produit t' secondes plus tard, c'est que mon front d'onde qui était ici a avancé d'une distance vt'. Okay? Puis pendant ce temps-là, mon observateur a avancé d'une distance vo fois t'. Okay? Puis à ce moment-là, il perçoit un second front d'onde t' secondes plus tard. Okay? Donc, on va juste reproduire la situation ici. Donc, on vient de reproduire la situation qu'on a ici. Donc, on disait à un instant premier, mon observateur était ici, le front, puis on avait les deux fronts d'onde qui étaient séparés d'une distance lambda, telle que V est égal à lambda fois F. Okay? Ce qu'on observe ensuite, okay, c'est que mon observateur, lui, on va dire t' secondes plus tard, okay, qu'est-ce qui va se produire? Okay? Ben, mon observateur va être rendu ici. Pardon, on va le mettre en jaune, peut-être, ça paraîtrait mieux. Donc, mon observateur est rendu ici. Il a avancé d'une certaine distance V0T'. Pendant ce temps-là, le front d'onde qui était ici a avancé, lui, jusqu'ici. Il a parcouru une distance V fois T'. OK? Pardon. Ce que ça nous permet de conclure, ça ici, OK?
c'est que, pardon, excusez. C'est sûr, on sait que la vitesse, c'est le déplacement fois le temps, là. Donc, le déplacement ici, c'est v fois t, tout simplement. Donc, je sais que VOT' plus VT' va être égal à quoi? À lambda. OK? Donc, mon lambda va être égal à VO plus, V plus VO, on va l'écrire comme ça va être plus, OK, fois T'. Ce qu'on sait, c'est que ma vitesse V, c'est lambda fois F, OK, puis que dans ma fréquence F se cache mon lambda. Donc, lambda, je peux l'écrire comme étant V sur F, ici, OK. Puis, donc, d'un côté, je vais venir remplacer lambda par V sur F. Puis de l'autre côté, moi, je ne veux pas parler en termes de période, je veux parler en termes de fréquence. OK? Donc, je vais remplacer ça par 1 sur F'. Donc, la fréquence F' perçue va être quoi? V plus VO sur V multiplié par la fréquence émise. OK? Donc, ça, c'est la première relation quand quand mon observateur s'approche de ma source. OK? Est-ce que ça a de l'allure? Ben, ma fréquence F', comme V plus VO sur V va être plus grand que V, le facteur qui est ici va être plus grand que 1. Donc la fréquence F' va être plus grande que la fréquence F. Okay? Donc on va entendre un son plus aigu. Okay? Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'observateur s'éloigne de la source? Okay? Donc on va avoir un peu le même principe, sauf qu'on va le représenter différemment. Okay? Donc quand ma source quand mon observateur s'éloigne, on va avoir la situation suivante. On a donc la situation suivante où ma source qui était ici tantôt, là, OK, continue d'émettre des frondons d'onde à toutes les t secondes. OK? Puisque V est égal à lambda fois F, si elle émet à toutes les t secondes, ben, les frondons d'onde qui se déplacent à la vitesse V vont être séparés d'une longueur d'onde lambda. C'est la même chose qu'on vient de voir juste avant. Sauf que maintenant, mon observateur s'éloigne de ma source. Donc, qu'est-ce qui va se passer t' secondes plus tard? OK? Donc, t' secondes plus tard, mon observateur qui était là va être rendu, par exemple, je ne sais pas, ici. OK? Il va avoir parcouru une distance égale à VO fois t'. OK? Pendant ce temps-là, il va s'être fait rattraper par le deuxième front d'onde. OK? Donc, le front d'onde qui était ici, lui, va avoir parcouru toute cette distance-là qui est égale à quoi? À V fois t'. OK? Puis là, maintenant, l'observateur va percevoir le deuxième front d'onde, donc il va entendre deux signaux séparés d'une période t', donc ils vont interpréter ça comme un son qui a une fréquence f'. OK? Ben là, si on remarque, mon vt' est égal à quoi? OK? Donc, vt' est égal à quoi? À lambda plus vot'. OK? Donc, si je réorganise légèrement, OK, j'ai un vot' de l'autre côté, je mets un t' en évidence. Puis, j'utilise v est égal à lambda f pour remplacer lambda par v sur f. Puis, j'utilise t' qui est égal à 1 sur f'. Donc, je vais avoir v sur f est égal à v moins vo 1 sur f'. Donc, ma fréquence perçue va être v moins vo sur v multiplié par f. Ça ici, v moins vo sur f, c'est nécessairement plus petit que 1. Okay? Donc, nécessairement, la fréquence perçue va être plus faible que la fréquence émise. Okay? Donc, ça veut dire que mon observateur va entendre un son plus grave. Okay? Quand la source s'éloigne, quand lui s'éloigne de la source, on va entendre un son plus grave. Okay? Donc, qu'est-ce qui se produit maintenant quand, quand c'est la source qui est en mouvement vers l'observateur? Okay? Donc, quand c'est la source qui est en mouvement vers l'observateur, quand la source se déplace, la situation est différente. Okay? Puis ici, on l'a bien illustré. Quand la source s'éloigne, la longueur d'onde va être modifiée. Okay? Pourquoi? Ben, pardon.
la longueur d'onde, l'onde se déplace dans le milieu de propagation à la vitesse v. OK? Donc, par exemple, ici, ma pièce, là, mon écran noir est rempli d'air, entre guillemets. OK? Puis, les ondes sonores voyagent à 340 mètres par seconde dans l'air. OK? Donc, à partir du moment où l'onde est émise, OK, elle va irradier, si on veut. OK? Elle va se déplacer à la vitesse v relativement au milieu de propagation dans lequel elle se trouve. Donc, elle va tracer un cercle qui est centré sur la position qu'occupait la source au moment où l'onde a été émise. Le cercle va gonfler à la vitesse v, OK? Mais ma source se déplace, donc l'onde qu'elle émet une fraction de seconde plus tard, ou t secondes plus tard, elle émet une onde qui ne part pas du même endroit que la première. Donc, les cercles vont être tous décentrés les uns par rapport aux autres. OK? Mais si vous regardez un cercle individuel, le centre du cercle ne bouge jamais, puis le cercle grandit à la vitesse v toujours. OK? Donc, c'est ça qui se produit. Ce qu'on remarque ici, puis ça, c'est la situation qu'on a illustrée dans les vidéos. Si vous êtes l'observateur en bleu ici, vous allez recevoir des fronts d'onde dont la longueur d'onde apparente est plus petite que la longueur d'onde réelle. OK? Mais comme v est égal à lambda f, si la longueur d'onde apparente est plus petite, ça veut dire qu'il va falloir que la fréquence f, elle, soit plus grande parce que la vitesse de propagation est constante. Diminuez lambda, vous allez augmenter f. Donc l'observateur qui est du côté qui est ici, là où la source s'approche de lui, il va percevoir une fréquence plus grande. Lui qui est ici, mais les fronts d'onde vont être séparés d'une plus grande distance, donc la fréquence perçue va être plus faible. Donc, c'est ça qu'on observait. Donc, quand la source est en mouvement vers un observateur immobile, ben, si la source se déplace vers l'observateur, la fréquence perçue va être plus grande. Puis quand la source est en mouvement en direction opposée, s'éloigne de l'observateur, mais la fréquence va être plus petite que la fréquence émise. OK? Donc, comment est-ce qu'on va... ben, ça, c'était clairement l'exemple ici. Des vidéos, il y en a tellement. Tu le montres. Donc, je ne sais pas combien de monde ont fait des vidéos d'effets Doppler juste pour le principe de l'illustrer. Ok, bon, je pense qu'on a compris. Ah, ok, on a compris le système. C'est assez, c'est assez. Ok. Excusez. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, regarder ça, ok, quand la source est en mouvement? Ok. Qu'est-ce qui va se produire? Ok. Donc, on va regarder ça ici. Donc, c'est ça. Donc, imaginons ici qu'on a notre source qui, elle, se déplace, qui émet un signal à t secondes. OK? À un instant donné, elle va émettre un premier front d'onde. T secondes plus tard, qu'est-ce qui va se produire? Ben, t secondes plus tard, ma source qui est ici va avoir avancé, OK, jusqu'à une position, mettons, qui est ici. OK? Ma source va avoir avancé d'une distance égale à Vs fois t. OK? Parce qu'elle se déplace à la vitesse Vs, puis elle émet à toutes les t secondes. Pendant ce temps-là, le front d'onde, lui, qui était ici, qu'est-ce qui va s'être produit? Il va s'être rendu, par exemple, mettons ici. OK? Il va avoir avancé d'une distance v fois t. OK? Parce que lui se déplace à la vitesse v pendant t secondes. Ben, à ce moment-là, ma source va émettre un deuxième front d'onde. OK? Donc, moi, si je suis un observateur qui est ici, OK, qu'est-ce que je vais voir? OK? Ben, je vois, entre guillemets, j'entends, OK, mais on voit deux fronts d'onde qui sont séparés dans l'espace d'une certaine longueur d'onde lambda prime, OK, qui est la longueur d'onde perçue par mon observateur. OK? Puis comment est-ce que je peux relier ça? Ben, si je regarde comme il faut, ma distance v fois t, c'est ma distance vs fois t plus mon lambda prime. Donc lambda prime va être égal à quoi? V moins Vs fois T. Puis je vais utiliser V égale lambda F, lambda prime fois F prime. OK? Pour exprimer lambda prime comme étant V sur F prime. Puis T est égal à 1 sur F.
pour écrire V moins Vs fois 1 sur F. Ce que je veux faire, c'est isoler F'. Donc, genre F' qui est égal à V sur V moins Vs. Ne soyez pas perdus, j'ai fait deux opérations mathématiques d'un coup. OK? Donc, vous pouvez le voir de plusieurs façons. Là. Comme j'ai envoyé le F' en haut, j'ai envoyé le F en haut, j'ai envoyé le V moins Vs en bas. Ou j'ai juste divisé par V, puis après ça, j'ai tout renversé. En tout cas, c'est juste l'algèbre là, rendu là. OK? Donc, on a une première relation entre F et F' ici. Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que V moins Vs est nécessairement plus petit que V. Donc, V sur V moins Vs est nécessairement plus grand que 1. Donc, F' est nécessairement plus grand que F. On entend un son à une fréquence plus grande, donc un son plus aigu. Quand la source s'approche de nous, on entend une fréquence plus aiguë. Qu'est-ce qui se passe si on s'éloigne? Quand la source s'éloigne de nous, OK? Donc, quand la source s'éloigne de nous, ce qu'on va avoir à la place, c'est la situation suivante. Donc, on a la situation suivante où, encore une fois, maintenant, on dit la source s'éloigne de l'observateur. Donc, mon observateur, dans ce cas-là, il est rendu ici. Là. OK? Donc, lui, les fronts d'onde s'en viennent vers lui. OK? Donc, à un instant donné, la source émet un premier front d'onde. La source va avoir le temps d'avancer d'une distance égale à Vs fois t. Puis quand elle va être rendue ici, elle va émettre un second front d'onde. OK? Donc, pendant ce temps-là, qui se déplace, lui, dans cette direction-là, vers mon observateur. Pendant ce temps-là, par contre, le front d'onde qui était ici va avoir eu le temps d'avancer, mais je ne sais pas, moi, jusqu'ici, mettons. OK? Il va s'être déplacé d'une distance égale à V fois t. OK? Puis là, maintenant, est où ma longueur d'onde? En fait, est ici ma nouvelle longueur d'onde. OK? Ma nouvelle longueur d'onde, c'est la distance qui sépare mes deux fronts d'onde. Donc, le premier front d'onde s'en vient. Pendant t secondes, avance une distance v fois t. Pendant les mêmes t secondes, ma source avance d'une distance vs fois t au moment où elle émet un second front d'onde qui s'en vient vers mon observateur. Okay? Donc, si je regarde ici, lambda prime est tout simplement égal à quoi? À v fois t plus vs fois t. Okay? Donc, lambda prime va être égal à v plus vs fois t. Je vais utiliser V égale lambda prime fois F prime pour remplacer lambda prime par V sur F prime. Puis T est égal à 1 sur F. Okay, pour relier la fréquence perçue puis la fréquence émise. Donc si je vais avoir la même chose, je vais avoir F prime est égal à V sur V plus Vs multiplié par F. Okay. Donc ici, comme V plus Vs est plus grand que V, ça donne quelque chose qui est plus petit que 1. Donc F' va être nécessairement plus petit que la fréquence F. Donc le son émis va être à une fréquence plus faible, donc va sonner plus grave que la fréquence qui est émise. Okay? On dit ici équation combinée quand la source et l'observateur sont en mouvement. Okay? Puis on dit avec des plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? C'est que supposons que ma source est en. Qu'on néglige le mouvement de la source pour l'instant, puis qu'on se préoccupe juste du mouvement de l'observateur. Okay? Donc, on sait que la fréquence perçue par l'observateur va être V plus ou moins VO sur V fois la fréquence émise par la source. Okay? Ça, c'est si mon observateur, ma source est immobile, puis j'ai un observateur qui, lui, se déplace. Okay? Mais maintenant, mettons qu'en plus la source se déplace. Okay? Donc mon observateur, lui, qu'est-ce qui se passe? Il va percevoir une fréquence f seconde qui dépend du mouvement de ma source. Okay? Mais cette fréquence f'-là, elle dépendait déjà de la vitesse à laquelle l'observateur se déplaçait. Donc je vais avoir v sur v plus ou moins vs multiplié par v plus ou moins vo sur v. Donc la fréquence à laquelle l'observateur va percevoir f seconde, ben on l'appelle f' là, parce que pour se simplifier la vie, c'est tout simplement
V plus ou moins VO sur V plus ou moins VS multiplié par la fréquence émise par ma source. Okay? Donc, la fréquence perçue va dépendre à la fois de la vitesse à laquelle l'observateur se déplace et de la vitesse à laquelle la source se déplace. Okay? Euh, pardon. Donc, comment ça va en dépendre? En fait, excusez-moi, j'ai un petit peu perdu dans mes affaires. Ceci. OK. Donc, on dit, dans le cas des ondes sonores dans l'air, leur vitesse est de 340 mètres par seconde. Donc, ça, c'est vraiment la vitesse à laquelle se déplacent les ondes dans le milieu de propagation. Ici, on a plus ou moins dépendant du mouvement, dans la direction du mouvement. Au numérateur figure la vitesse d'observateur, au dénominateur, la vitesse de la source. Ça, c'est la fréquence émise par la source. Ça, c'est la fréquence perçue par l'observateur. Donc, est-ce que je mets un plus, un moins? Dans quel cas, est-ce que je mets des plus ou des moins? Moi, ce que je vous suggère de faire, je ne vous suggère pas d'essayer de retenir nécessairement ces affaires-là par cœur. Moi, je ne suis pas bon dans le par cœur. Okay? Ça peut sonner bizarre, là. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Une des raisons pourquoi j'ai étudié en physique, c'est parce que j'ai vraiment pas une bonne mémoire. Okay? Donc, moi, ce que je vous suggère de faire à la place, c'est de vous dire quand est-ce que la fréquence augmente ou diminue en raison du mouvement. Par exemple, si on regarde l'exemple numéro 2 ensemble, OK, on dit une voiture de police roule à 50 mètres secondes dans la même direction qu'un camion dont la vitesse est 25 mètres secondes. La fréquence de sirène de la police est 1200 Hz. Quelle va être la fréquence entendue par le chauffeur du camion quand la voiture se trouve soit derrière lui, soit devant lui? Donc, dans le fond, ce qu'on a, premièrement, les deux roulent dans la même direction. Dans le premier cas, on dit la voiture de police se trouve derrière le camion. Donc, vous avez une voiture de police ici, puis vous avez un camion ici. Okay. Donc, la voiture de police se déplace à 50 mètres par... C'est la source, là. C'est elle dont on entend la sirène. Donc, c'est ma source qui se déplace à 50 mètres par seconde. Mon camion est mon observateur qui se déplace avec une vitesse VO de 25 mètres par seconde. Okay. La fréquence émise est de 1200 Hz. C'est la fréquence de la sirène. Okay. Donc, si la voiture est derrière le camion, okay, qu'est-ce qui va se produire? Okay. Ben, on sait que ça va être 340 plus ou moins 25. Donc, mon observateur se déplace à 25. Puis en bas, on a 340 qui est la vitesse des ondes, puis la vitesse de la source qui est 50. Okay. Donc, est-ce qu'on met des plus ou des moins? Okay. Ben, moi, au lieu de les retenir par cœur, j'essaie de me dire, bon, par exemple, mettez-vous à la place d'observateur. L'observateur cherche à s'éloigner de la source. OK, oui, vous allez me dire, en bout de compte, il se fait rattraper, c'est sûr. OK, il va moins vite. Mais quand même, le mouvement de l'observateur relatif, OK, ici, cherche à s'éloigner de la source. Donc, ça va chercher à faire diminuer la fréquence perçue. OK? Donc, je vais mettre un moins au numérateur parce que je veux faire diminuer la fréquence perçue ici. OK? Au dénominateur, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, pardon, la voiture de police s'approche du camion, ou cherche à s'en approcher à tout le moins. Ben, ça va avoir tendance à faire augmenter la fréquence perçue. Donc, si je veux faire augmenter la fréquence au dénominateur, il faut que je mette aussi un moins ici. OK? Donc, je vais avoir 315 sur 290 fois la fréquence émise, qui me donne 1303 Hz. Donc, une fréquence au net plus élevée que la fréquence émise. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais on ne pourrait pas juste dire que le camion est immobile et que la voiture de police approche à 25 mètres par seconde. En relativité, relativement parlant, c'est la même chose. Oui, mais pourquoi la situation n'est pas complètement symétrique? C'est qu'on se souvient que les ondes voyagent dans un milieu de propagation. Okay? Donc, la vitesse de 340 mètres par seconde des ondes, c'est pas relativement à la source ou c'est pas relativement à l'observateur, c'est relativement au milieu de propagation dans lequel les ondes se déplacent. Donc, ici, il n'y a pas de symétrie entre le mouvement de la source, le mouvement de l'observateur. Non, non, il y a vraiment
une vitesse relative au milieu de propagation. Donc, c'est pour ça que faut toujours, comme on donne la vitesse des ondes relatives au milieu de propagation, ben, on doit utiliser la vitesse de l'observateur relative au milieu de propagation et la vitesse de la source relative au milieu de propagation. Donc, c'est pas équivalent. Le mouvement de la source et de l'observateur ne sont pas équivalents comme on l'entend en termes de relativité galiléenne normale, entre guillemets. Là. OK? C'est peut-être un petit peu subtil, mais c'est pour vraiment soulever le fait que ce l'est. Qu'est-ce qui se passe quand la voiture de police dépasse le camion maintenant? OK? Bien, vous allez avoir la situation où vous allez avoir un camion derrière une voiture de police. La police a une vitesse égale à 50 mètres par seconde. L'observateur a une vitesse égale à 25 mètres par seconde. Puis ma fréquence émise est toujours de 1200 Hz. OK? Donc, même chose, f' est égal à v plus ou moins VO. Mon observateur, c'est toujours mon camion. Oups. OK. Non, 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 non. OK, excusez. Je me suppose 2 petites secondes. Là, faut que j'efface. Bon, excusez, là. C'est encore, il faut encore jouer petit avec ça. Donc, mon observateur se déplace à 25 mètres par seconde. Mes ondes à 340. Ma source se déplace à 50 mètres par seconde. Puis ma fréquence émise, c'est 1200 Hz. OK? Est-ce que je mets des plus ou des moins? Bon, ben mon observateur cherche à s'approcher de la source, se déplace vers la source, relativement parlant. Donc, ça va avoir tendance à faire augmenter la fréquence perçue. Donc, je vais avoir tendance à mettre un plus au numérateur pour faire augmenter la fréquence f'. Au dénominateur, ça va être le contraire. Ma source cherche à s'éloigner du camion. Donc, ça a tendance à faire diminuer la fréquence perçue. Donc, si je veux faire diminuer f', je vais mettre un plus au dénominateur. OK? Donc, je vais avoir une fréquence f' de 1123 Hz. OK? Vous remarquez que la situation n'est pas symétrique autour de 1200 Hz. J'avais un gain de 103 Hz. Ici, j'ai une perte de 77 Hz. OK? Donc, quand on dit c'est pas symétrique, c'est pas relatif, c'est pas absolu ici, là, les vitesses doivent être mesurées par rapport au milieu de propagation des ondes sonores, toujours. OK? Donc, ça, c'est pour l'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 3, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'un sous-marin français et d'un sous-marin américain qui se dirigent l'un vers l'autre dans le nord de l'océan Atlantique. Le sous-marin français a un signal sonore à 1000 Hz, puis les ondes voyagent à 5470 km/h dans l'eau. OK? On vous donne les vitesses relatives à l'eau des sous-marins français et américains. Quelle va être la fréquence du signal reçu par l'américain? Donc là, ici, bon, à part du fait que ça se produirait jamais pour vrai, là, puis on en avait déjà glissé un mot, un sous-marin émettrait pas une onde sonore vers un autre sous-marin parce que ça dévoile immédiatement sa position, là, puis ils sont pas assez tata pour faire ça. Mais oublions le fait que c'est pas un exercice de stratégie géopolitique ici, là, mais que c'est un exercice de physique sur les effets Doppler. Donc, supposons que cette situation-là se produirait. Qu'est-ce qu'on aurait comme fréquence perçue par le sous-marin américain? OK? Donc, on a notre sous-marin français ici qui se déplace, qui joue le rôle de source à ce moment-là, OK? Qui est une source se déplaçant à 50 km/h, OK? Relativement à l'eau. Et il se déplace vers un sous-marin américain, OK? Qui lui se déplace dans cette direction-là à 70 km/h. Donc ça, c'est la vitesse de l'observateur qui est de 70 km/h. OK? La fréquence du signal émis est de 1000 Hz. Donc on sait que la fréquence perçue par l'observateur va être donnée par quoi? Vitesse des ondes. Là, ici, on travaille tout en km/h. OK? 5470 plus ou moins la vitesse de l'observateur, 70, sur 5470 plus ou moins vitesse de la source, 50, fois la fréquence émise, 1000.
OK? Ici, mon observateur s'approche de la source, ça tend à faire augmenter la fréquence. Donc, je vais tendance à mettre un plus pour faire augmenter la fréquence perçue. Pendant ce temps-là, ma source s'approche du sous-marin américain. Ça aussi, ça a tendance à faire augmenter la fréquence. Donc, je vais mettre un moins au dénominateur. Je vais trouver une fréquence f' qui est égale à 1022 Hz. Okay. Donc, ici, ce qu'on remarque, j'ai travaillé tout en kilomètre-heure. Ça peut aller aussi, OK, parce que c'est un rapport entre deux quantités. Tant que toutes vos vitesses sont dans la même unité, c'est pas grave. OK. Donc, la réponse en A, quelle est la fréquence reçue par le sous-marin? 1022 Hz. On dit en B, quelle est la fréquence détectée par le sous-marin français quand il reçoit l'écho, le signal réfléchi par le sous-marin américain? Okay. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est que les deux changent de rôle. Okay. Donc, maintenant, le sous-marin américain joue malgré lui le rôle d'une source. Okay. Donc, le français ici, maintenant, joue le rôle d'observateur se déplaçant à 50 km par heure dans cette direction-là, pendant que l'américain, lui, joue le rôle bien involontaire de source qui se déplace à 70 km/h vers un observateur qui est là et qui guette l'écho de son signal. Okay? Évidemment, la fréquence à laquelle émet le sous-marin américain est de 1022 Hz. Okay? Parce que c'est la fréquence à laquelle lui a perçu les ondes. Donc, il va les réémettre à la même fréquence parce que l'onde a fait juste rebondir sur la coque. Okay? Donc, il émet à 1022 Hz. Okay? Donc, quelle est la fréquence ici perçue? Okay? Ça va être 5470 plus ou moins la vitesse de l'observateur 50 sur 5470 plus ou moins la vitesse de la source fois la fréquence émise qui est de 1022 Hz. Okay? Donc maintenant, mon observateur s'approche, ça fait augmenter la fréquence perçue, je vais mettre un plus. La source s'approche, ça fait augmenter la fréquence perçue, je mets un moins. Puis on se retrouve à avoir une fréquence f' de f seconde de 1045 Hz. Okay. Donc c'est comme ça que, par exemple, le sous-marin français, ici dans l'exemple, peut avoir une idée de la vitesse à laquelle le sous-marin américain s'approche de lui. Okay? Parce qu'il va mesurer le décalage de fréquence entre le signal qu'il a émis et l'écho qu'il a entendu. Okay? Puis, si lui connaît bien sa vitesse par rapport au sol, ben, il est capable de déduire la vitesse du sous-marin. Okay? Parce que si on remarque un petit peu, ce qu'on a, c'est qu'on a f seconde qui est égal à, mettons, la vitesse plus la vitesse du français sur la vitesse moins la vitesse américain. Puis dans l'exemple avant, on avait le 1022 qui était la vitesse moins plus la vitesse de l'américain sur la vitesse moins la vitesse du français fois f. Donc on envoie à 1000, on reçoit à 1045. Qu'est-ce qu'on connaît? La vitesse V, c'est 5470. La vitesse du français, c'est 50. Okay? Donc, on connaît ça, ça, ça. La seule variable inconnue ici, c'est quoi? C'est la vitesse du sous-marin américain. Okay? Donc, il resterait juste à isoler la vitesse du sous-marin américain là-dedans, mais ça, évidemment, il n'y a pas un gars dans le sous-marin français qui pitonne ça. Là, okay? Ça se fait automatiquement. Mais c'est le principe derrière les sonars. Okay? Euh, Pour la petite parenthèse, c'est quoi la différence entre un sonar et un radar? Okay? Ben, il n'y a pas une très grosse différence au niveau conceptuel. Okay? Donc, c'est le même principe. Okay? C'est juste que dans le cas du radar, l'onde envoyée par la tour, par le radar en tant que tel, est une onde électromagnétique. C'est de la lumière essentiellement. Okay? Donc, il va envoyer une onde électromagnétique vers un sous-marin, ben pas vers un sous-marin, pardon, mais plus vers un avion ou vers quelque chose. Puis l'onde va rebondir sur l'obstacle. Puis au moment où elle est réfléchie, elle va être détectée par l'antenne radar. Il va utiliser le délai de la même façon, le délai entre l'émission puis la réception de l'écho pour déduire la distance à l'objet.
Puis ensuite, il va utiliser le décalage de fréquence entre la fréquence qui a été émise et la fréquence qui est reçue pour déduire la vitesse de l'objet qu'il est en train d'observer. OK? Donc, c'est le principe de fonctionnement d'un radar dans ce cas-là. Puis les radars, par exemple, sont utilisés, évidemment, c'est tout des développements militaires, là, je veux dire, essentiellement, tout est un développement militaire. OK? Donc, juste pour vous donner une petite idée, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Juste une petite parenthèse parce que j'en profite. À quoi ressemblent les avions furtifs normalement? Euh, si vous regardez un avion furtif, ça ressemble à ça. OK? Ben, pas tous, là, mais ça, c'est les F-117. Si vous remarquez, là, OK, cette photo-là est assez spectaculaire pour ça. OK? Euh, Pourquoi c'est des surfaces planes comme ça? OK? Mais ce qu'on veut éviter, OK? Pardon. Imaginez que vous avez une antenne radar ici, OK? Qui shoot des ondes vers un obstacle. OK? Si l'obstacle est rond, OK? Ou comme ça, l'onde qui va rebondir va toujours frapper une partie plane ici qui va faire en sorte qu'elle va être réfléchie vers l'antenne radar. OK? Peu importe c'est où la position, dès qu'il y a une surface ronde, ça va être réfléchi vers la source. Mais à la place, si vous avez un avion qui est fait, donc ça c'est une antenne, ok, c'est vraiment schématisé. Mais si vous avez un avion qui est fait comme ça, par exemple, une grande surface plane, puis par-dessus vous mettez l'avion, ok, comme c'est ça qu'on observe ici essentiellement, là, ok, vous avez une grande surface plane en dessous, puis vous avez une surface triangulaire par-dessus, ok. Donc, pourquoi c'est fait comme ça? Ben, c'est parce qu'imaginez que vous envoyez une onde radar. OK? Qu'est-ce qui va se passer au moment où l'onde va frapper l'avion? Ben, elle va frapper un miroir. OK? Donc, elle va pas mais elle sera pas réfléchie vers la source, elle va rebondir, OK? Vers plus loin. OK? Elle ne sera jamais réfléchie vers la station radar. Donc, la station radar, elle ne verra pas l'avion dans son écran. Puis c'est comme ça qu'on fait un avion furtif, en fait. OK? Donc, c'est juste de s'assurer qu'il n'y ait pas de surface qui soit susceptible de réfléchir l'onde radar vers la source. OK? En plus, ils vont utiliser des peintures spéciales qui ont la propriété d'absorber les longueurs d'onde utilisées, les fréquences utilisées dans le rayonnement d'une tour radar. Là. Il y a plusieurs façons de faire. OK? Vous avez même d'autres d'autres méthodes qui vont être de carrément jammer un radar, excusez le français, là, mais comment vous pouvez jammer en bon français un radar? Ben, imaginez qu'un radar, c'est un peu comme une station de radio qui émet une certaine fréquence. OK? Imaginez-vous le matin, vous êtes tanné d'écouter Paul Arcand au 98.5. OK? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, oui, vous pouvez fermer la radio, c'est certain, là. Mais mettons des mesures plus actives pour éviter d'entendre Paul Arcand le matin. Ben, une façon de faire, c'est de jammer un radar en installant une tour chez vous qui émet à la fréquence de 98.5 MHz. OK? Donc, vous allez émettre à la même fréquence que la tour de la radio, mais vous allez émettre un signal qui a une amplitude beaucoup plus grande et qui ne fait que diffuser du bruit. OK? Ben, vous, quand vous allumez votre antenne, votre radio à 98.5, au lieu d'entendre la voix de Paul Arcand, vous allez entendre un pshhh parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui émet à la même fréquence, mais avec un son avec le volume plus élevé, puis qui émet juste du bruit. OK? Donc, vous allez effectivement jammer un radar. OK? Comment on fait ça militairement parlant? OK? Ben, c'est que vous allez avoir un avion, OK, de contre-mesure. OK? Donc, l'avion de contre-mesure, c'est un avion qui se déplace pour jammer les radars ennemis. OK? Donc, il va se promener, puis il va, connaissant les stations radars du pays qui survole, ben, il va émettre une onde à une fréquence étant égale à celle qui est émise par la tour radar, mais avec un volume beaucoup plus élevé. Fait que la station radar, elle, qui essaye d'écouter le signal, l'écho de son signal, elle va juste voir l'avion dans le ciel qui émet à des contre-mesures à cette fréquence-là, puis avec un volume ultra élevé. Donc, la station radar va être noyée dans le bruit. Puis, à ce moment-là, c'est que vous pouvez avoir plein de
des avions de chasse, ok, qui eux vont passer sous le radar, ok, qui eux vont passer inaperçus parce que leur écho va être noyé dans le bruit qui est produit par l'avion de contre-mesure. C'est sûr que l'avion de contre-mesure, lui, c'est une grosse cible qui apparaît sur l'écran radar du pays qui est survolé, mais dans la mesure où vous protégez celui-là, ben le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans être détectés. Okay? Donc ça, c'est une façon de faire des contre-mesures. Évidemment, il y a des contre-contre-mesures. Donc si vous savez qu'il y a un avion qui vous surveille à telle fréquence, ben votre radar, vous avez juste à switcher de fréquence. Fait que là, vous avez une genre de course à l'armement entre les stations radar puis les contre-mesures. Donc, mettons, ah, ben lui, il m'observe à telle fréquence, je vais changer. OK, ben lui a changé, je vais changer de fréquence moi aussi. Fait que là, vous avez des stations radar qui émettent à des fréquences aléatoires puis qui balayent de façon aléatoire des fréquences aléatoires pour éviter d'avoir des contre-mesures qui vont venir. Ouais, mais bon, le rendu là, on pourrait en jaser longtemps. Puis moi, je trouve ça intéressant, là, mais je veux dire, ça dépasse le cadre du cours. OK? Donc, pas de différence essentiellement entre un radar et un sonar, c'est juste que le sonar utilise des ondes sonores, donc du son, alors que les radars vont utiliser des ondes électromagnétiques, ok, pour faire le même travail. L'exemple numéro 4, ici, on vous parle, excusez pour la parenthèse, là, on vous parle d'une chauve-souris ok, qui se déplace de la même façon en utilisant un sonar. Ok. Donc, pardon. Donc, on dit les chauves-souris possèdent la propriété de se diriger dans l'obscurité, ok, en émettant des ultrasons qui vont être réfléchis par les insectes dont elles se nourrissent. On dit une chauve-souris volant à 5 mètres secondes émet un ultrason de 30 000 Hz qui est réfléchi par un mur situé devant elle. Quelle est la fréquence de l'écho perçue par la chauve-souris? Ici, c'est juste pour vous illustrer que ça n'a pas besoin d'être un objet. Là, donc, vous avez une chauve-souris et non, je n'essaierai pas de dessiner une chauve-souris, ok, qui se déplace vers un mur ici. Okay, avec une vitesse de 5 mètres par seconde, okay, vitesse de la source, ben, le mur va jouer le rôle d'observateur en premier. Okay. Donc, c'est juste que c'est un observateur qui a une vitesse égale à 0. Okay. Donc, l'observateur n'a pas besoin d'être conscient ou d'entendre quoi que ce soit. L'onde à 30 000 Hz va être perçue par le mur à une fréquence F'. Là, vous ferez le calcul là, okay, de 30 448 Hz. Après, le mur va émettre à la fréquence F' de 30 448 Hz vers la chauve-souris qui va jouer le rôle d'observateur. Puis elle va entendre un écho à 30 896 Hz, okay, qui est la réponse qu'on cherche dans le manuel. Okay. Donc vraiment ici, c'est le même principe qu'en haut. Okay, là, donc c'est le même principe que l'exemple précédent. Okay. Tout ce qui nous reste à étudier, c'est le mouvement supersonique. Okay, donc pourquoi le mouvement supersonique? Ben, c'est parce que dans tout ce qu'on a vu à date, il y a quelque chose sur lequel j'ai pas insisté, puis je ne sais pas si vous avez accroché. Okay? Si vous regardez, okay, pardon, dans mon équation Doppler, j'ai un terme en V plus ou moins Vs. Okay? Donc, on se souvient, quand la source s'approche de nous, ça fait augmenter la fréquence. Donc, on mettait un moins au dénominateur ici. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si V moins Vs devient négatif? Si la vitesse de la source devient tellement grande qu'elle dépasse V, la vitesse de propagation de l'onde. Okay? Ben, on aurait un terme négatif, on aurait une fréquence F' négative, puis là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay? Implicitement, on l'avait déjà illustré dans le dessin qui est ici. Okay? Pourquoi? On dit la source avance une distance Vs fois t, puis on a supposé qu'elle se faisait dépasser par le deuxième front d'onde, puis que ça nous permettait de trouver une longueur d'onde lambda prime. Mais qu'est-ce qui se passe si la vitesse de l'onde pardon, est trop faible, puis que l'onde ne réussit pas à se faire, à rattraper la source? Okay? Donc, c'est ça un petit peu qu'on illustre ici. Okay? Donc, ici, ce que c'est que j'ai une source qui se déplace exactement à la vitesse des ondes sonores. Okay? Donc, ce qu'on remarque, c'est que elles se déplacent exactement à la même vitesse que le front d'onde. Donc, vous avez une accumulation, entre guillemets, de front d'onde toujours au même endroit.
OK? Mais si vous êtes devant la source, il n'y a aucun front d'onde qui vous atteint. OK? Donc la source, vous ne pouvez même pas l'entendre parce que le son n'est pas rendu. Si vous voyagez même 2 fois plus vite que le son, par exemple, OK, mais qu'est-ce que vous pourriez observer? Bien, vous pourriez observer quelque chose comme ça ici. OK? Donc, quand vous avez une source qui se déplace, on va dire à Mach 2, c'est que la source se déplace au double de la vitesse du son. Donc, les fronts d'onde n'ont jamais le temps d'atteindre, ni encore moins de dépasser la source. Donc, on va entendre, pardon, rien si vous êtes à l'extérieur du cône qui est ici, mais si vous êtes à l'intérieur du cône, par exemple, vous allez entendre tout un vacarme ici, OK? Parce que vous allez être dans les fronts d'onde. OK? Donc, c'est ça qui se produit en fait quand vous avez une source qui va venir dépasser ou atteindre le mur du son. OK? C'est que à ce moment-là, au moment où vous allez franchir la barrière du son, vous allez avoir un effet de baisse de pression à peu près instantané qui va se produire, puis ça peut faire en sorte que l'air humide va se condenser. OK? C'est ce qu'on observe. On observe ici, au niveau des moteurs, vous remarquerez, là, une grosse onde de choc ici, OK? Qui est le cône de Mach ici. OK? Puis il y en a même un tout petit au niveau de la canopée ici, là. C'est vraiment c'est assez impressionnant. Je vais vous trouver des vidéos de ça là. Donc, vous avez par exemple ça ici. There it is. Here it is. Donc, vous voyez l'onde de choc. Donc, c'est là, c'est là. Puis là, tu as mal timé, c'est ça. Oh, damn! Il y a des pilotes qui ont vraiment trop de... Un autre. Ici. Donc, il y en a plein, là. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est les avions ici, mettons, les pilotes, c'est pas des amateurs, là, OK? Les pilotes se sont synchronisés, OK? Pour que ils accélèrent, puis eux autres, c'est pas des amateurs, là, OK? Ils se disent, mettons, bon, l'avion est le bateau que je veux impressionner sont 100 mètres en avant de moi, j'ai telle vitesse, il faut que j'accélère à telle vitesse, à tel rythme pour atteindre exactement la vitesse du son, exactement au moment où je passe à côté du bateau. Puis ce qu'on voit apparaître, c'est vraiment le cône de condensation de l'air humide ici. OK? Donc, ça se produit quand l'avion traverse le mur du son ici. OK? Donc, pardon, nous, ce qu'on vous demande, par exemple, c'est. On vous demande, par exemple, dans la question 5, on dit un avion passe au-dessus de vous à 5 km d'altitude puis à une vitesse de 1,5 Mach. Trouvez l'angle du cône de Mach. OK? Parce que si on remarque les différents fronts d'onde qui sont émis à toutes les T secondes, OK, avec une certaine fréquence F, ben, ils sont émis, puis l'onde se déplace, le son se déplace à la vitesse V. OK? Pendant ce temps-là, ma source, elle, se déplace à la vitesse VS, comme ça, ici. Donc, si je veux savoir quelle est l'ouverture du cône de Mach, qu'est-ce que je vais faire ici? OK? Ben, en fait, je vais faire ce que je sais le mieux faire en physique, c'est-à-dire tracer des triangles rectangles. OK? Franchement, là, la vie sans les triangles rectangles, là, oups, pardon. OK. Je sais pas à quoi ça ressemblerait. Donc, où j'ai un triangle rectangle là-dedans? OK. Ben, moi, je sais que l'onde se déplace à la vitesse V, comme ça. Pendant ce temps-là, elle va, donc en t secondes, elle va avancer d'une distance égale à v fois t. Pendant ce temps-là, mon avion lui a avancé d'une distance égale à vs fois t. Puis si je remarque ici, j'ai un angle droit ici. OK? Mon cône est tangent à chacun des fronts d'onde. OK? Donc ça trace un cône. Donc je cherche l'ouverture θ ici. OK? C'est l'angle que je cherche ici. Donc qu'est-ce que je connais? OK? Je connais le sinus de mon angle θ. Le sinus d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc le sinus de mon angle θ,
c'est côté opposé qui mesure, qui mesure V fois T, divisé par le côté, l'hypoténuse, pardon, qui mesure Vs fois T. OK? Donc, ça ne dépend pas de T. OK? Donc, j'ai sin de T. Je vais le réécrire un petit peu différemment. Vs sur V est égal à 1 sur sinus de θ. Pourquoi je le réécris comme ça? Parce que la vitesse en Mach, c'est le rapport entre la vitesse de mon objet, de ma source, puis la vitesse du son. Donc, par exemple, là, on prend des chiffres aléatoires. Là, supposons que la vitesse des ondes est de 1000 mètres par seconde, puis que ma source se déplace à 1500 mètres par seconde. Mais sa vitesse en nombre de Mach va être 1500 divisé par V, 1.5. OK? Donc, ici, si on dit que la vitesse est de Mach 1.5, ça veut dire que la source se déplace 1.5 fois plus vite que la vitesse du son. La vitesse de ma source est de 1,5 fois la vitesse du son. Donc, le rapport Vs sur V est égal à 1.5. C'est ce qu'on définit la vitesse en nombre de Mach. Okay? Mais c'est le même Vs sur V qui est ici. Okay? Donc, c'est le rapport de ma vitesse en Mach. Okay? Donc, dans mon exemple, le cône de Mach va avoir une ouverture telle que sin de θ est égal à 1 sur 1.5 ou encore que θ est égal à, excusez, je ne l'ai pas calculé ici, 41,8 degrés. Okay. Donc, si mon objet se déplace à 1.5 fois la vitesse du son, vitesse constante d'1.5, je vais avoir un cône de demi-ouverture égale à 41,8 degrés qui se déplace avec mon objet. Okay. À la question suivante, on dit en B, combien de temps après que l'avion soit passé au-dessus de votre tête, l'onde de choc vous atteint-elle? Okay, c'est pas la phrase la mieux écrite au monde. Là. Okay, puis on vous donne la vitesse du son en altitude. Comme la pression atmosphérique est légèrement plus faible en altitude, la vitesse du son est légèrement plus faible aussi. C'est pas super critique. Là. Okay. Oups. Mais ce qui est important de remarquer ici, c'est quoi? C'est que imaginez que vous avez la situation suivante. OK? Que vous avez une fraction de seconde l'avion qui est ici au-dessus de votre tête. Okay? Donc au sommet du cône. On sait que le son est contenu dans un cône en arrière de lui, là, dont l'ouverture est de 41,8 degrés. Donc vous voyez l'avion en haut de votre tête, mais vous n'entendez pas le bruit qu'il fait. Pour entendre le bruit qu'il fait, il faut que l'avion ait avancé suffisamment pour que votre oreille rentre dans le cône du vacarme absolu ici. OK? Donc, l'avion va avoir avancé d'une distance delta x à ce moment-là. OK? Mais qu'est-ce qu'on connaît de ça? OK? On connaît l'ouverture du cône, puis on connaît l'altitude initiale de l'avion qui était 5 km en haut de vous. Donc, c'est assez évident okay, que la tangente de 41,8 doit être égale au côté opposé sur delta x, le côté adjacent. Donc, la tangente de 41,8 est égale à 5000 sur delta x. Il faut donc que l'avion ait avancé de 5592 mètres avant que vous entendiez son bruit. Okay. Combien ça va y prendre de temps pour faire ça? Bien, on vous dit qu'il se déplace à Mach 1.5. Donc, il se déplace à 1.5 fois la vitesse du son qui, en altitude, est de 331 mètres par seconde. Donc, il se déplace environ à 496,5 mètres par seconde. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour faire 5,5 km si vous allez à 500 mètres par seconde? Bien, ça va vous prendre essentiellement V est égal à delta x sur delta t, donc un delta t égal à delta x sur V de 11,3 secondes. Okay? Donc, vous voyez l'avion en haut de votre tête, okay? À 5 km en haut de vous, vous n'entendez rien, mais 11,3 secondes plus tard, l'avion va avoir avancé de 5,5 km, puis là, à ce moment-là, vous allez entendre le bruit de l'avion. Donc, il y a plusieurs... dès que vous avez des sources supersoniques, là, c'est ça qui se produit. Okay? Par exemple, même des balles de fusil vont voyager souvent à des vitesses supersoniques. Donc, vous n'entendez pas la balle, mais avant que ça frappe. Donc, n'importe quelle source qui voyage plus vite que le son, par définition, vous n'entendrez pas le son qui a été mis avant de voir l'objet. Okay? Reste la dernière question, qui est une synthèse, si on veut, du chapitre 3. Okay? Donc, comme je disais, un exercice synthèse sur le chapitre 3.
Donc, on vous dit, un musicien émet un son au moyen d'une flûte de pan, longue de 30 cm. Un deuxième musicien émet la même fréquence, mais est installé sur une plateforme mobile qui se déplace vers le premier à 20 km/h. Quelle est la fréquence des battements perçus par le musicien? Donc, ici, on a des ondes stationnaires, on a un effet Doppler, puis on a une fréquence de battement. Donc, ce sont les trois concepts qu'on a étudiés. Donc, on se souvient, dans un tuyau fermé à une extrémité, OK? Donc, la fréquence fondamentale, c'est quoi? Okay? D'une onde stationnaire, il faut qu'il y ait à l'extrémité fermée un nœud, à l'extrémité ouverte un ventre. Donc, notre onde, on va réussir à tracer. Dans mon tuyau de longueur L, je vais réussir à rentrer un quart de longueur d'onde. Donc, lambda va être égal à 4L. Donc, il y a 4 fois 30 cm, 1,2 m. Okay? Sachant que V est égal à lambda fois F, quelle est la fréquence émise? Bien, ça va être V divisé par lambda. 340 qui est la vitesse des ondes sonores divisé par 1,2, donc 283,3 Hz. Donc ma flûte de pan va jouer à une fréquence de 283,3 Hz. Okay. On dit un deuxième musicien émet la même fréquence, mais il est installé sur une plateforme mobile qui se déplace vers le premier à 20 km/h. Qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, une des premières illustrations de l'effet Doppler par Doppler lui-même. Okay, là. Donc, il a pris un orchestre qui jouait de la musique puis qui se déplaçait sur une plateforme mobile, sur un train, vers un auditoire. Mais bon, je ne sais pas à quel point c'est une légende ou pas. Donc, vous avez ici une source qui se déplace à 20 km/h vers un observateur qui est immobile. La fréquence émise par la source, c'est 283,3 Hz. Nous, on cherche la fréquence perçue par l'observateur. Donc, on sait que la fréquence perçue par l'observateur, ça va être V plus ou moins VO sur V plus ou moins VS fois la fréquence émise de 283,3 Hz. Quelle est la vitesse de l'observateur? De la source, pardon, c'est 20 km/h. Il faut diviser par 3,6 pour mettre en mètres par seconde. Ça donne 5,56 mètres par seconde. Si vous ne vous souvenez pas du 3,6, vérifiez comment on transforme des km/h en mètres par seconde. Okay? J'y reviendrai juste après. Donc, premièrement, mon observateur est immobile. Okay? Ma source se déplace à 5,56 et elle s'approche. Donc, ça a tendance à faire augmenter la fréquence. Donc, je vais mettre un moins ici. Donc, ça va me donner une fréquence F' de 288 Hz. Donc, ça, c'est la fréquence telle que perçue par l'observateur. On vous demande quelle est la fréquence des battements. Okay? Donc, au niveau du battement, vous avez un signal à 283 qui interfère, entre guillemets, avec un signal à 288. Puis, on a vu que la fréquence de battement, c'était simplement la différence de fréquence. Donc, 288 moins 283,3, donc un battement de 4,7 Hz, okay, qui va être perçu par l'observateur. Donc ça, c'est la synthèse du chapitre 3, si on veut, dans lequel on a étudié le son, les ondes sonores. Puis, je vous invite à venir me poser des questions au besoin. Je suis toujours disponible pour vous aider. Okay? Donc ça met fin à la matière pour la première section du cours.